La banque a dit que je devais 560 000 € pour un prêt hypothécaire que je n'avais jamais signé. Il s'avère que ma sœur a utilisé mon nom pour s'acheter la maison de ses rêves. Au dîner, j'ai fait glisser le rapport de police sur la table. Je m'appelle Hélène Dubois, j'ai 29 ans et je travaille comme infirmière à Lyon quand mon monde a implosé suite à un simple appel téléphonique. Mademoiselle Dubois, vous avez 3 mois de retard sur vos mensualités hypothécaires, a dit le représentant de la banque. Quel prêt hypothécaire? Je n'avais jamais possédé de bien immobilier de ma vie. Le montant? 560 000 €. Mon estomac s'est noué. Quand j'ai vu la signature, parfaitement imitée, mais pas la mienne. L'adresse appartenait à la magnifique nouvelle maison de ma sœur, Amandine. Ce soir-là, c'était notre dîner de famille bi-hebdomadaire et dans mon sac se trouvait un rapport de police qui allait tout changer. Si vous regardez cette vidéo depuis un coin du monde, j'aimerais savoir d'où. Laissez votre localisation dans les commentaires, abonnez-vous et restez à l'écoute pour le moment où j'ai exposé la trahison qui a brisé ma famille pour toujours. Avant que tout ne s'écroule, j'avais ce que je considérais comme une vie plutôt agréable. Rien d'extraordinaire, mais satisfaisante dans sa simplicité. J'étais infirmière diplômée à l'hôpital de la Croix-Rousse depuis 6 ans, travaillant dans le service de pédiatrie. Il y a quelque chose d'incroyablement gratifiant à aider les enfants malades, même les jours les plus difficiles, lorsque les résultats ne sont pas ceux que nous espérons. Mes collègues étaient comme une famille et je m'étais forgé une réputation de personne fiable, quelqu'un qui prenait des gardes supplémentaires en cas de besoin, quelqu'un qui se souciait profondément. Mon appartement était petit mais confortable, un 2 pièces à la Croix-Rousse que j'avais décoré avec des meubles d'occasion et des plantes, beaucoup de plantes. Mes amis plaisantaient en disant que mon appartement ressemblait plus à une serre qu'à une maison, mais ses compagnes vertes m'apportaient la paix après de longues et chaotiques gardes à l'hôpital. Puis il y avait ma vraie famille. Mes parents, Daniel et Carole Dubois, vivaient toujours dans la même maison de banlieue où ma sœur et moi avions grandi. Papa avait pris sa retraite de son poste de comptable il y a 2 ans, et maman continuait d'enseigner en CM1, affirmant qu'elle prendrait sa retraite quand les enfants cesseraient d'être intéressants. C'étaient de bonnes personnes, honnêtes, travailleuses et dévouées à leurs filles. Et Amandine, ma sœur aînée de 3 ans. J'avais passé toute ma vie à l'admirer. Enfant, c'était elle la confiante, la gagnante, celle qui se faisait des amis sans effort tandis que je restais en retrait, timide et incertaine. Elle était la plus populaire du lycée, major de promotion et capitaine de l'équipe de débat. J'étais la studieuse silencieuse qui n'avait trouvé sa voie qu'après l'université. Mais il n'y avait jamais eu de ressentiment entre nous, du moins aucun que je reconnaisse. J'étais fier de ses réussites et reconnaissante de sa protection quand des enfants essayaient de m'intimider au collège. Adultes, nous étions restés proches malgré nos chemins différents. Amandine s'était lancée dans l'immobilier et avait bâti une carrière réussie en vendant des propriétés de luxe autour de Lyon. Elle avait épousé Bruno Pasquier, un conseiller financier, il y a 5 ans. Ils formaient un couple remarquable, tous deux grands, athlétiques et perpétuellement bronzés de leurs fréquentes vacances sous les tropiques. Leurs pages sur les réseaux sociaux étaient des catalogues de perfection soigneusement sélectionnés, cocktails au coucher du soleil, galas de charité et tenues de tennis assorties. Pendant ce temps, je restais célibataire, concentré sur ma carrière et les rendez-vous désastreux occasionnels que mes collègues insistaient pour m'organiser. Nos vies n'auraient pas pu être plus différentes, mais nous nous voyions toujours pour un café toutes les quelques semaines, et notre famille se réunissait pour dîner 2 fois par mois. Amandine faisait parfois des commentaires subtils sur mon style de vie modeste ou suggérait des opportunités d'investissement qu'on ne pouvait manifestement pas se permettre, mais je mettais ça sur le compte de son désir de vouloir le meilleur pour moi. Il y a 8 mois, Amandine et Bruno avaient quitté leur appartement en centre-ville pour une superbe maison bourgeoise dans le 6e arrondissement de Lyon, l'un des quartiers les plus prestigieux de la ville. Quand ils avaient invité la famille pour une pendaison de crémaillère, je me souviens avoir ressenti une pointe d'envie en parcourant les pièces méticuleusement rénovées avec leurs appareils électroménagers haut de gamme et leurs vues imprenables sur la ville et la Saône. Amandine m'avait fait la visite guidée, soulignant les caractéristiques personnalisées et les noms de designers que je ne reconnaissais pas. Un jour, tu auras ça aussi, Sœurette, avait-elle dit en me serrant l'épaule. Tu as juste besoin de viser plus haut. Le jour où tout a basculé a commencé comme n'importe quel autre mardi. J'étais à mi-chemin de ma garde, aidant un garçon de 7 ans nommé Léo à changer ses pansements après une appendicectomie, quand mon téléphone a vibré dans ma poche. Normalement, je n'aurais pas répondu pendant les soins aux patients, mais j'attendais des nouvelles de ma voisine âgée qui avait été hospitalisée la nuit précédente. Je me suis excusé après m'être assuré que Léo était à l'aise. Allô, Hélène à l'appareil,
ai-je répondu en sortant dans le couloir. Mademoiselle Dubois, c'est Christophe Dumont du Crédit Lyonnais. Je vous appelle concernant vos mensualités hypothécaires impayées. Nous vous avons envoyé plusieurs avis et je crains que si nous ne résolvons pas cela bientôt, nous devrons entamer une procédure de saisie. J'ai ressenti une vague de confusion. Je suis désolé, il doit y avoir une erreur. Je n'ai pas de prêt hypothécaire. Je loue mon appartement. La voix du banquier prit un ton légèrement condescendant. Mademoiselle Dubois, selon nos dossiers, vous avez contracté un prêt hypothécaire de 560 000 € en janvier pour une propriété sur l'avenue Foch. Vous avez effectué des paiements pendant les 3 premiers mois, mais nous n'avons rien reçu depuis avril. Mon esprit s'emballa. L'avenue Foch. Ça me disait quelque chose. N'était-ce pas la rue d'Amandine? C'est une erreur, insistai-je, ma voix s'élevant suffisamment pour qu'une infirmière qui passait me lance un regard inquiet. Je n'ai jamais acheté de propriété. Ma solvabilité n'est même pas suffisante pour un prêt hypothécaire de cette taille. Je suis infirmière, pas chirurgienne. Il y eut une pause. Alors, la demande indique un revenu annuel de 170 000 € et une excellente cote de crédit au moment de la demande. Nous avons toute la documentation, Mademoiselle Dubois, y compris votre signature sur plusieurs formulaires. Peut-être pourriez-vous venir à l'agence pour examiner les documents? La conversation continua sur ce ton surréaliste pendant plusieurs minutes avant que je n'accepte de me rendre à la banque après ma garde. Je retournai dans la chambre de Léo en pilote automatique, l'esprit tourbillonnant de possibilités. Une erreur administrative? Une usurpation d'identité? Mais l'adresse, ça ne pouvait pas être une coïncidence. À la banque, Richard Petitjean, le directeur de l'agence, déposa un dossier de documents qui me serra davantage l'estomac à chaque page. Demande de prêt, vérification des revenus, autorisation de vérification de crédit, documents de clôture, tous portant ce qui semblait être ma signature. Et là, noir sur blanc, l'adresse de la propriété correspondait à la nouvelle maison d'Amandine. Pourrais-je avoir des copies de tout cela, demandai-je, ma voix me paraissant distante même à mes propres oreilles. Richard hésita. Techniquement, ce sont déjà vos copies, mais étant donné les circonstances, je peux faire des duplicata. Il étudia mon visage. Mademoiselle Dubois, si vous n'avez pas demandé ce prêt hypothécaire, je vous suggère fortement de contacter la police. Cela ressemble à une usurpation d'identité, et peut-être à une fraude. J'acquiesçai, engourdi, mais à l'intérieur, une voix hurlait, pas n'importe quelle usurpation d'identité. Ma sœur, ma propre sœur, avait volé mon identité pour acheter la maison de ses rêves. Les jours qui suivirent ma visite à la banque devinrent un brouillard d'anxiété, d'incrédulité et d'enquête méthodique. Je me suis mis en arrêt maladie pour la première fois en 2 ans, incapable de me concentrer sur les soins aux patients alors que ma propre vie s'effondrait. Mon appartement, autrefois mon sanctuaire, ressemblait maintenant à une cage où je faisais les 100 pas sans fin, alternant entre la rage et la confusion. Pouvait-il y avoir une autre explication? Peut-être Amandine avait-elle commis une terrible erreur administrative. Peut-être avait-elle l'intention d'utiliser son propre nom, mais le mien avait été entré incorrectement d'une manière ou d'une autre. Mais alors que je fixais les documents que Richard m'avait copiés, cette théorie optimiste s'effondra. C'était délibéré. Quelqu'un avait soigneusement imité ma signature sur plusieurs documents. Quelqu'un avait fourni mon numéro de sécurité sociale, ma date de naissance et mon historique d'emploi. Quelqu'un qui me connaissait intimement. Mon premier appel fut pour la Banque de France. Les représentants du service client semblaient s'ennuyer jusqu'à ce que j'explique la situation. Puis son ton changea pour une sympathie de circonstance. Laissez-moi consulter votre dossier de crédit, Mademoiselle Dubois. Le cliquetis d'un clavier, puis une pause. Il y a plusieurs comptes ici qui semblent avoir été ouverts l'année dernière. Le prêt hypothécaire est le plus important, mais il y a aussi une ligne de crédit sur valeur domiciliaire de 130 000 €, 3 cartes de crédit avec des limites comprises entre 18 000 € et 27 000 € chacune, et un prêt personnel de 40 000 €. Je me sentis physiquement malade. Tous sont frauduleux. Je n'en ai ouvert aucun. Je comprends, madame. J'initie immédiatement une alerte à la fraude sur votre compte et je vous enverrai des instructions pour déposer une contestation formelle pour chaque compte. Vous devriez également contacter les autres organismes de crédit immédiatement. À la fin de cette journée, j'avais parlé aux 3 principales agences de crédit, placé des alertes à la fraude et découvert que ma cote de crédit, autrefois respectable,
avait chuté considérablement en raison des mensualités hypothécaires impayées et des cartes de crédit au maximum dont je ne savais rien. Le lendemain matin, j'ai rencontré Diane Chevalier, une conseillère financière recommandée par une collègue. Son bureau était chaleureux et accueillant, mais rien ne pouvait apaiser le nœud d'angoisse dans mon estomac alors que je faisais glisser les documents bancaires sur son bureau. C'est définitivement une usurpation d'identité, confirma-t-elle après avoir tout examiné. Et je dois dire que c'est assez sophistiqué. Quiconque a fait cela savait exactement quelles informations seraient nécessaires pour passer les vérifications. C'était ma sœur, dis-je, prononçant l'accusation à voix haute pour la première fois. La maison est à elle. Elle y vit en ce moment. L'expression de Diane passa d'une préoccupation professionnelle à un choc sincère. Cela complique les choses. La fraude familiale est malheureusement courante, mais elle présente des défis uniques, tant sur le plan juridique qu'émotionnel. Que dois-je faire ? Légalement, il est clair que vous devez déposer une plainte auprès de la police. Sans cela, les banques ne vous reconnaîtront pas comme une victime plutôt que comme une participante. Mais je comprends si vous hésitez à envoyer potentiellement un membre de votre famille en prison. J'hésitais. Malgré les preuves accablantes, je ne pouvais toujours pas complètement comprendre qu'Amandine, ma protectrice, mon modèle, puisse me faire ça. Il devait y avoir plus à l'histoire. Avant d'aller à la police, j'ai décidé de recueillir plus d'informations. J'ai contacté un expert en graphologie nommé Michel Beaumont, qui a comparé les signatures sur les documents hypothécaires à des échantillons de ma signature réelle provenant de mon passeport et de mes documents de travail. Ce sont des faux, a-t-il conclu après un examen attentif. De bons faux, mais des faux néanmoins. Voyez ces points de pression et la légère hésitation dans la boucle du H. Le faussaire essayait d'être prudent pour imiter plutôt que d'écrire naturellement. Pourriez-vous en témoigner si nécessaire, ai-je demandé. Michel hocha la tête. Je devrais faire une analyse plus formelle, mais préliminairement, oui. Ensuite, j'ai commencé à enquêter sur les finances d'Amandine, ce qui s'est avéré plus difficile. En tant que sa sœur, je n'avais aucun droit légal à ces informations financières, mais grâce aux réseaux sociaux et à des conversations informelles avec des amis communs, j'ai reconstitué des schémas troublants. Malgré leur richesse apparente, Amandine et Bruno étaient confrontés à des difficultés financières depuis au moins 2 ans. Son entreprise immobilière avait souffert d'un ralentissement du marché. Bruno avait quitté son ancienne entreprise dans des circonstances que personne ne voulait discuter clairement, et sa nouvelle entreprise de conseil indépendante n'attirait pas les clients fortunés qu'il avait prévus. Pourtant, leur style de vie n'avait pas changé, au contraire, ils étaient devenus plus extravagants avec un nouveau bateau et une adhésion à un country club exclusif. La preuve la plus accablante est venue de mon amie Stéphanie, qui travaillait chez un concessionnaire de voitures de luxe où Amandine avait acheté une nouvelle Mercedes. Je ne devrais probablement pas te dire ça, a dit Stéphanie autour d'un café, mais quand ils ont vérifié son crédit pour le financement, c'était un désastre. Bruno a fini par payer en espèces, mais je les ai entendus se disputer à ce sujet sur le parking. Il a dit quelque chose comme « On ne peut pas continuer comme ça ». La maison était déjà assez risquée. La maison. Ma maison, selon la banque. J'ai également découvert plusieurs comptes de crédit ouverts à mon nom, tous liés à des relevés en ligne avec l'adresse email de contact étant une légère variation de ma véritable adresse. Facile à manquer dans les processus de vérification, mais clairement délibéré. Chaque nouvelle information ressemblait à un poids supplémentaire sur ma poitrine, rendant la respiration plus difficile de nier la vérité. Ma sœur, en qui j'avais une confiance absolue, avait volé mon identité pour financer un style de vie qu'elle ne pouvait pas se permettre. Elle m'avait sacrifié sans hésitation, me laissant gérer les retombées financières et juridiques lorsque tout s'effondrerait inévitablement. Après une semaine d'enquête, je ne pouvais plus éviter l'étape nécessaire. Le cœur lourd comme du plomb, je me suis rendu à l'hôtel de police de Lyon et j'ai demandé à déposer une plainte pour usurpation d'identité et fraude. Le bureau des crimes financiers de l'hôtel de police de Lyon ne ressemblait en rien au poste de police spectaculaire des séries télévisées. Au lieu de cela, il occupait une partie d'un bâtiment municipal quelconque avec un éclairage fluorescent et des meubles démodés. Je me suis assise sur une chaise en plastique dure pendant près d'1 heure avant qu'une inspectrice ne puisse me voir, serrant un dossier contenant toutes les preuves que j'avais recueillies. Hélène Dubois. Une femme dans la quarantaine, aux cheveux bruns courts et aux yeux fatigués, s'approcha. Je suis l'inspectrice Rachel Thomas. Désolé pour l'attente. Suivez-moi. Elle me conduisit dans une petite salle d'interrogatoire avec une table, 3 chaises et absolument rien d'autre,
sauf une caméra murale dans le coin. L'inspectrice Thomas remarqua que je la regardais. Procédure standard, expliqua-t-elle. Ça aide à vous protéger, vous et nous. Maintenant, je comprends que vous êtes ici pour signaler une usurpation d'identité? Oui, dis-je, ma voix plus faible que je ne l'avais prévu. Par ma sœur. Quelque chose vacilla dans l'expression de l'inspectrice Thomas aux surprises, peut-être même sympathie avant que son attitude professionnelle ne reprenne le dessus. Je vois. C'est malheureusement plus courant que vous ne le pensez. Racontez-moi tout depuis le début. Pendant les 2 heures suivantes, je lui ai raconté toute l'histoire, l'appel de la banque, le prêt hypothécaire que je n'avais jamais demandé, les cartes de crédit et les prêts ouverts à mon nom, la maison dans laquelle vivait ma sœur, achetée avec mon identité volée. L'inspectrice Thomas prit des notes détaillées, posant occasionnellement des questions de clarification. Elle semblait particulièrement intéressée par la chronologie et la manière dont Amandine aurait pu obtenir mes informations personnelles. Partagez-vous des comptes financiers, des coffres-forts? A-t-elle déjà vécu avec vous à l'âge adulte? Non à tout cela. Mais nous sommes proches, ou du moins je le pensais. Elle est venue chez moi d'innombrables fois. Mes documents importants sont dans un classeur dans mon bureau à domicile, non verrouillé. Je me sentis stupide d'admettre cela. Je n'ai jamais pensé avoir besoin de me protéger de ma propre sœur. L'expression de l'inspectrice Thomas s'adoucit légèrement. Personne ne s'attend à cela de la part de sa famille. Ce n'est pas de votre faute. Après avoir terminé mon récit, elle se pencha en arrière sur sa chaise. Mademoiselle Dubois, je veux être clair sur quelque chose. Déposer cette plainte signifie que nous allons enquêter pleinement, et si les preuves confirment vos affirmations, votre sœur pourrait faire face à de graves accusations criminelles. L'usurpation d'identité et la fraude hypothécaire sont des crimes graves. Elle pourrait aller en prison. Êtes-vous prête à cela? La question me frappa comme un coup physique. Étais-je prête à être responsable d'envoyer Amandine en prison, de détruire sa vie, son mariage, sa carrière? J'ai pensé à notre enfance, comment elle m'avait appris à faire du vélo, m'avait aidé avec mes devoirs, m'avait défendu contre les brutes. J'ai pensé à nos parents, qui seraient dévastés. Mais ensuite, je me suis souvenu de ma cote de crédit ruinée, de la dette de 560 000 € à mon nom, de la violation de confiance si profonde que je pouvais à peine la comprendre. Oui, dis-je finalement. Je dois me protéger. Si elle fait face aux conséquences de ce qu'elle a fait, c'est sa responsabilité, pas la mienne. L'inspectrice Thomas hocha la tête. Je comprends que c'est difficile. Nous mènerons l'enquête avec discrétion, mais je ne peux pas promettre la confidentialité, surtout si des accusations sont déposées. Ces affaires deviennent publiques. Je comprends. Elle poussa un formulaire sur la table. C'est le rapport officiel d'usurpation d'identité. Lisez-le attentivement avant de signer. En signant le rapport ma vraie signature, pas celle falsifiée sur les documents hypothécaires, j'ai ressenti un étrange mélange de soulagement et d'effroi. La machine judiciaire était maintenant en marche, et je ne pouvais pas l'arrêter, même si je le voulais. Stéphanie m'attendait dans le hall. Je lui avais demandé de venir pour un soutien moral, sachant que j'aurais besoin d'un visage amical après avoir franchi une étape aussi importante. Comment ça s'est passé, demanda-t-elle en me serrant dans ses bras. Aussi bien que peut se passer le fait d'accuser sa sœur de fraude criminelle, répondis-je, tentant l'humour mais entendant le tremblement dans ma voix. Tu as fait ce qu'il fallait, Hélène. Ce qu'elle a fait est impardonnable. Nous sommes allés dans un café voisin où Stéphanie a écouté pendant que je traitais mes émotions tourbillonnantes. L'inspectrice a dit qu'ils commenceraient à enquêter immédiatement. Ils contacteront la banque, obtiendront des dossiers par réquisition judiciaire, peut-être même interrogeront Amandine. Comment penses-tu qu'elle réagira? Je fixai mon latin tact. Elle niera au début. Amandine a toujours été douée pour mentir quand elle est acculée. Ensuite, elle essaiera de se justifier d'une manière ou d'une autre, de faire croire qu'elle me rendait service ou qu'elle avait toutes les intentions de tout rembourser. Penses-tu qu'elle avait l'intention de rembourser? Je veux dire? J'y ai réfléchi. Peut-être d'une manière abstraite. Mais la réalité pratique? Elle et Bruno manquaient déjà des paiements. Ils n'avaient jamais eu d'autre plan que d'utiliser mon identité pour obtenir ce qu'ils voulaient sur le moment. 2 jours plus tard, l'inspectrice Thomas appela avec une mise à jour. Nous avons confirmé vos soupçons, mademoiselle Dubois. La demande de prêt hypothécaire a été soumise en ligne en utilisant vos informations personnelles,
mais depuis une adresse IP retracée à l'ancienne résidence de votre sœur. Nous enquêtons également sur l'implication potentielle de son mari. Les crimes financiers comme celui-ci sont rarement commis par une seule personne dans un ménage. Bruno. Je n'avais même pas envisagé sa culpabilité jusqu'à présent. Mais bien sûr, il aurait su. En tant que conseiller financier, il aurait même pu aider à orchestrer tout le stratagème. Il y a plus, continua l'inspectrice Thomas. Nous avons découvert des preuves suggérant qu'il prévoyait de déclarer faillite en votre nom une fois que les dettes deviendraient ingérables. Il y a des recherches depuis leur ordinateur personnel sur les lois sur la faillite et l'abandon d'identité. La nature calculée de leur trahison me stupéfia. Ils n'avaient pas seulement volé mon identité dans un moment de désespoir, ils avaient prévu de détruire complètement mon avenir financier tout en protégeant le leur. Une semaine après avoir déposé la plainte, j'ai reçu la documentation officielle de la police, un dossier complet détaillant les preuves contre Amandine et Bruno. Des relevés bancaires montrant des transferts de compte à mon nom vers leur compte personnel, des demandes de prêts avec des signatures falsifiées, des relevés de cartes de crédit montrant des achats dans des magasins et des restaurants que je n'avais jamais visités, pour des montants que je n'aurais jamais pu me permettre. Assise à ma table de cuisine ce soir-là, j'ai lu chaque page méthodiquement, soulignant les sections les plus accablantes. La police avait fait un travail minutieux, construisant un dossier en béton contre ma sœur et mon beau-frère. Selon l'inspectrice Thomas, le procureur était confiant quant au dépôt d'accusation. Demain, c'était notre dîner de famille bi-hebdomadaire. Amandine serait là, croyant toujours que son stratagème n'avait pas été découvert. Elle ne savait pas que j'avais reçu l'avis de saisie destiné à la propriétaire Hélène Dubois. Elle ne savait pas que j'avais passé des semaines à enquêter sur elle. Elle ne savait rien du rapport de police qui se trouvait maintenant dans un dossier Mani sur mon comptoir. Alors que je me préparais pour le lit, mon téléphone sonna avec un texto de ma mère, « J'ai hâte de voir mes filles demain. Je prépare tes lasagnes préférées. Je vous aime toutes les deux. » La normalité désinvolte de ce message brisa quelque chose en moi. J'ai pleuré pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, pas seulement pour moi, mais pour nos parents dont le monde était sur le point de voler en éclats. Le matin, j'ai répété ce que je dirais, comment je resterai calme et digne lorsque je confronterai Amandine. Je ne crierai pas, ne l'insulterai pas, même si Dieu sait qu'elle le méritait. Je présenterai simplement les preuves et laisserai la vérité parler d'elle-même. Alors que je m'habillais pour le dîner, mon téléphone sonna. C'était ma mère. Chérie, tu viens toujours ce soir, n'est-ce pas? Ton père a déjà ouvert une bouteille de vin. Oui, maman, je serai là à 18h. Bien. Amandine apporte ce gâteau mousse au chocolat que tu adores de la pâtisserie Sève. N'est-ce pas attentionné? Attentionné? Ma sœur, l'usurpatrice d'identité, m'achetant un gâteau avec des cartes de crédit frauduleusement ouvertes à mon nom. L'absurdité de la situation me fit presque rire. Très attentionné, réussis-je à dire. À tout à l'heure, maman. Je glissai le rapport de police dans mon sac et sortis, me préparant mentalement à la confrontation qui changerait à jamais notre famille. J'ai passé près d'1 heure à décider quoi porter pour le dîner, une fixation étrange étant donné les circonstances, mais cela me semblait important. J'ai opté pour une simple robe bleu marine, professionnelle et sérieuse, pas ma tenue décontractée habituelle pour les réunions de famille. Mais ce n'était pas un dîner ordinaire. Je me suis maquillé soigneusement, déterminé à ce qu'Amandine ne voie pas à quel point elle m'avait blessé. Je ne lui donnerai pas cette satisfaction. En conduisant vers la maison de mes parents à Écully, des souvenirs de dîners de famille plus heureux ont afflué, l'anniversaire de maman l'année dernière, quand Amandine et moi nous étions coordonnés pour la surprendre avec des billets pour voir Starmania, Noël il y a 2 ans, quand papa s'était enivré au vin chaud et avait commencé à chanter des chants de Noël d'une voix d'opéra jusqu'à ce que nous pleurions tous de rire, d'innombrables dîners du dimanche où nous avions partagé des histoires, des conseils et des taquineries douces. Ce soir serait le dernier de ces dîners, du moins sous la forme que je connaissais. Après ce soir, plus rien ne serait jamais pareil. Je me suis garé à un pâté de maison, ayant besoin d'un moment pour me ressaisir avant d'entrer. En marchant vers la maison, j'ai repéré le Range Rover blanc d'Amandine dans l'allée, ou le même Range Rover qu'elle avait fièrement exhibé il y a 3 mois, affirmant que c'était une récompense qu'elle s'était offerte pour avoir conclu une grosse affaire immobilière. Était-ce aussi un mensonge? Avait-il été acheté avec un crédit frauduleux à mon nom? L'odeur familière des lasagnes de ma mère m'accueillit alors que j'approchais de la porte d'entrée. Pendant une seconde, j'ai envisagé de faire demi-tour, de rentrer chez moi, de prétendre que j'étais tombé malade.
Je pourrais confronter Amandine en privé, lui donner une chance de réparer les choses sans humiliation publique. Mais ensuite, je me suis souvenu des recherches sur la faillite que l'inspectrice Thomas avait mentionnées. Amandine et Bruno avaient prévu de me laisser financièrement ruiner pendant qu'ils s'en sortiraient indemnes. Ils ne méritaient aucune pitié. J'ai sonné à la porte, sentant le poids du rapport de police dans mon sac comme une brique. Hélène. Ma mère ouvrit la porte, rayonnante. À 62 ans, Carole Dubois restait dynamique et active, ses cheveux gris coupés en un carré élégant, son visage ridé mais radieux. Elle me serra dans ses bras. Tu es magnifique, mais si sérieuse. Tout va bien à l'hôpital? Tout va bien, maman, mentis-je en lui rendant son étreinte. Juste fatigué d'une longue semaine. À l'intérieur, mon père était à sa place habituelle, confortablement installé dans son fauteuil inclinable avec un verre de vin rouge. Il se leva pour m'embrasser. Voilà ma fille. Tu veux du vin? C'est ce pinot noir de Bourgogne que tu aimes. Merci, papa. Ce serait bien. De la cuisine, j'entendis le rire d'Amandine, clair et musical comme toujours. Elle apparut dans l'embrasure de la porte, vêtue d'un chemisier crème d'aspect coûteux et d'un pantalon ajusté, ses cheveux blonds parfaitement coiffés, son sourire éblouissant. Hélène, enfin. Je racontais à maman cette incroyable histoire de succès d'un patient que j'ai entendu du docteur Garnier au club. Tu devrais lui parler des postes potentiels dans son cabinet. Les avantages sont incroyables. L'audace me stupéfia. La voilà, après avoir volé mon identité, m'offrant des conseils de carrière comme si elle avait mes meilleurs intérêts à cœur. Je forçai un sourire. Je suis heureuse où je suis, merci. Si elle remarqua ma froideur, elle ne le montra pas, Bruno est dehors, il aide papa avec le grill. Maman a insisté pour des lasagnes et des steaks ce soir. On va manger des restes pendant des jours. Ma belle-sœur Isabelle arriva ensuite avec mon frère Marc et leurs 2 enfants. Isabelle commenta immédiatement la maison d'Amandine, l'ayant visitée récemment pour une après-midi de jeu avec les enfants. Cette véranda est absolument à tomber, Amandine. La façon dont la lumière entre l'après-midi. Parfait pour les plantes. Hélène, tu devrais voir ça, avec toute ta main verte. Ta sœur en a fait ce magnifique coin lecture. Amandine me lança un regard rapide, presque imperceptible, avant d'intervenir, oh, on y travaille encore. La rénovation prend une éternité. Les entrepreneurs, n'est-ce pas? Je me mordis la langue. Cette véranda, comme le reste de la maison, avait été achetée avec mon identité volée. Le dîner se déroula avec une normalité exaspérante. Papa coupa les steaks pendant que maman servait de généreuses portions de lasagne. Le vin coulait à flots. Marc parla de son nouveau projet au cabinet d'architecture. Les enfants bavardaient sur l'école et le football. Amandine détournait habilement toute question sur leurs finances ou la maison, orientant toujours la conversation vers les affaires de quelqu'un d'autre. Hélène, tu es silencieuse ce soir, observa mon père alors que nous approchions de la fin du plat principal. Semaine difficile. Je posai soigneusement ma fourchette. On pourrait dire ça. Quelque chose dont tu veux parler, demanda maman, son front se plissant d'inquiétude. Amandine intervint avant que je ne puisse répondre. Oh, laisse-la tranquille, maman. Tout le monde n'a pas besoin de tout verbaliser comme moi. Elle rit, rejetant ses cheveux en arrière. Certaines personnes ont juste besoin de ruminer les choses en privé. L'ironie était presque trop forte. Voilà Amandine, qui avait commis des crimes qui allaient bientôt devenir très publics, prônant ma vie privée. En fait, dis-je en croisant directement le regard de ma sœur, il y a quelque chose dont je dois discuter avec vous tous. Une lueur d'inquiétude traversa le visage d'Amandine, rapidement remplacée par son sourire confiant habituel. Ça a l'air sérieux. Prenons au moins le dessert d'abord. J'ai apporté ce gâteau mousse au chocolat de la pâtisserie Sèvres que tu adores, Hélène. Ça peut attendre, dis-je fermement. La table devint silencieuse. Même les enfants sentirent la tension soudaine, leurs badinages enjoués cessant. Marc, pourquoi n'emmènes-tu pas les enfants dans le salon, suggéra ma mère, ses instincts pour les drames familiaux finement aiguisés après des décennies de médiation entre frères et sœurs. Je crois qu'on leur a promis un peu de temps d'écran. Une fois les enfants installés avec des tablettes dans l'autre pièce, je plongeai la main dans mon sac et en sortis le dossier manille. Mon cœur battait si fort que j'étais certaine que tout le monde pouvait l'entendre. Les yeux d'Amandine se fixèrent sur le dossier, son sourire faiblissant légèrement.
Qu'est-ce que c'est, chérie, demanda mon père. Je pris une profonde inspiration. Le moment était venu. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. Ceci, dis-je en posant ma main sur le dossier, est un rapport de police. Le silence autour de la table s'épaissit. Les yeux de ma mère s'écarquillèrent. Mon père posa soigneusement son verre de vin. Bruno, qui avait été largement silencieux pendant tout le dîner, parut soudain alerte, son regard allant du dossier à Amandine. Un rapport de police, répéta ma mère. Hélène, que s'est-il passé? Tu vas bien? Je ne vais pas bien, maman. J'ai été victime d'un crime. Je regardai directement Amandine en faisant glisser le dossier sur la table vers elle. Usurpation d'identité et fraude, pour être précise. Amandine ne toucha pas le dossier. Son visage s'était figé, ses expressions animées habituelles gelées. De quoi parles-tu? Demanda-t-elle, sa voix anormalement aiguë. Ouvre-le, dis-je doucement. Bruno posa sa main sur le bras d'Amandine. Peut-être devrions-nous en discuter en privé, Amandine. Il n'y a rien à discuter, répondit-elle rapidement, ne touchant toujours pas le dossier. Hélène est manifestement confuse à propos de quelque chose. Mon père, jamais porté sur la tension ou la confrontation, tenta d'alléger l'atmosphère. C'est une sorte de blague, les filles? Parce que je ne suis pas, ce n'est pas une blague, papa. Je tendis la main sur la table et ouvris moi-même le dossier, révélant la première page du rapport de police avec son en-tête officielle et son numéro de dossier. Il y a 2 semaines, j'ai reçu un appel du Crédit Lyonnais concernant des mensualités hypothécaires impayées sur un prêt de 560 000 € que je n'ai jamais contracté, pour une maison que je n'ai jamais possédée, au 48 avenue Foch. Ma mère laissa échapper un léger hoquet. Mais c'est l'adresse d'Amandine et Bruno. La maison de rêve qu'ils exhibent à tout le monde depuis des mois, terminé jeu pour elle, a été achetée grâce à une fraude hypothécaire obtenue frauduleusement à mon nom, ainsi qu'une ligne de crédit sur valeur domiciliaire, 3 cartes de crédit et un prêt personnel, tous au maximum, tous en défaut. Tous les regards se tournèrent vers Amandine, dont le visage s'était vidé de toute couleur. Pendant plusieurs secondes, personne ne parla. Puis Amandine rit, un son cassant et forcé. C'est ridicule. Il y a manifestement eu une sorte d'erreur. Une erreur de la banque, ou? La police ne le pense pas, l'interrompis-je. Ni l'expert en graphologie qui a confirmé les signatures falsifiées. Ni les preuves d'adresse IP montrant que la demande de prêt hypothécaire a été soumise depuis votre ancien appartement. Bruno se leva brusquement. Nous devrions y aller, Amandine. Nous n'avons pas à écouter ces accusations. Mon père retrouva sa voix, profonde et tremblante de colère. Asseyez-vous, Bruno. Vous devez tous les deux expliquer ce qui se passe, bon sang. L'attitude d'Amandine changea soudainement. Le regard de chevreuil pris dans les phares disparut, remplacé par un calcul froid. Bien. Vous voulez une explication? Nous avons traversé une mauvaise passe. Le cabinet de Bruno s'est effondré lorsque son associé a détourné des fonds. Mes commissions se sont taries pendant la correction du marché. Nous étions sur le point de tout perdre ce pourquoi nous avions travaillé. Alors vous avez décidé de voler mon identité, demandai-je, incrédule. De me faire porter une dette de plus de 700 000 € dont je ne savais rien? C'était censé être temporaire, la voix d'Amandine s'éleva. Une fois que le marché se serait redressé, une fois que les nouveaux clients de Bruno seraient arrivés, nous allions tout refinancer correctement. C'est un mensonge, dis-je doucement. La police a trouvé vos recherches sur la déclaration de faillite à mon nom. Vous n'alliez jamais arranger les choses. Vous prévoyiez de détruire mon avenir financier pour vous sauver. Ma mère se mit à pleurer doucement. Le visage de mon père avait pris une teinte rouge alarmante. Amandine, dit-il, sa voix dangereusement calme, dis-moi que ce n'est pas vrai. Dis-moi que tu n'as pas fait ça à ta sœur. Pendant un instant, Amandine parut sur le point de nier à nouveau. Puis ses épaules s'affaissèrent. Nous étions désespérés. Vous ne comprenez pas ce que c'est que d'avoir atteint un certain style de vie, un certain statut, et de voir tout cela s'échapper. Les gens comptaient sur nous pour réussir, clients, amis, famille, tout le monde. Je comptais sur toi pour être ma sœur, dis-je, ma voix se brisant. Pour m'aimer, pas me trahir. Bruno se tourna soudainement vers Amandine. Je t'avais dit que ça nous exploserait à la figure. Je t'avais dit qu'on aurait dû trouver un autre moyen. Il n'y avait pas d'autre moyen, cria Amandine en retour.
Tes brillantes stratégies d'investissement nous ont tout fait perdre. Qu'est-ce que j'étais censé faire? Ne pas commettre de fraude criminelle en utilisant l'identité de ta sœur, rétorqua Bruno. As-tu la moindre idée de ce que cela signifie? Nous pourrions aller en prison, Amandine. Mes parents regardèrent cet échange en silence, stupéfaits. Puis mon père se leva, les mains tremblantes. Sortez. Tous les deux. Sortez de ma maison. Papa, s'il te plaît. Commença Amandine, les yeux remplis de larmes, qu'elles soient authentiques ou calculées, je ne pouvais plus le dire. Tu dois comprendre. Je comprends parfaitement, la coupa Théil. Tu as volé ta sœur. Tu nous as tous menti. Tu étais prête à détruire la vie d'Hélène pour maintenir ta façade. Je ne te reconnais même plus. Ma mère, toujours en larmes, regarda Amandine avec dévastation. Comment as-tu pu faire ça? Après tout ce que nous t'avons appris sur l'honnêteté, sur la famille. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Amandine? Rien ne m'est arrivé, maman, dit Amandine, une pointe de défi revenant. Je refuse juste d'échouer. Contrairement au reste de cette famille, j'ai de l'ambition. J'ai des standards. Penses-tu que je voulais finir comme Hélène, vivant dans un minuscule appartement avec des plantes comme seul compagnon? La cruauté désinvolte de ces mots me stupéfia. Est-ce ce que tu penses vraiment de ma vie? Que c'est une sorte d'échec parce que je n'ai pas de manoir ou de voiture de luxe? Tu aurais pu avoir plus, dit amèrement Amandine. Tu es assez intelligente. Mais tu t'es toujours contentée de moi. Honnêtement, ce n'est pas comme si tu utilisais même ta bonne cote de crédit pour quelque chose d'important. Bruno lui attrapa le bras. Assez, Amandine. Nous partons maintenant. Il se tourna vers moi, son expression un mélange de colère et de peur. Ce n'est pas fini, Hélène. Tu n'as aucune idée de ce que tu as fait en déposant cette plainte. Je sais exactement ce que j'ai fait, répondis-je fermement. Je me suis protégé de criminels. C'est ce que vous êtes tous les deux. Des criminels. Et maintenant, vous en subirez les conséquences. Alors qu'ils rassemblaient leurs affaires pour partir, ma mère appela Amandine, la police, vont-ils t'arrêter? Amandine s'arrêta un instant à la porte. Son masque tomba, et je vis une peur sincère dans ses yeux. Je ne sais pas, maman. Probablement. Après leur départ, nous restâmes tous les trois assis en silence, stupéfaits. Mon père se versa un autre verre de vin, sa main tremblant toujours. Ma mère essuya ses larmes avec une serviette, paraissant soudain plus âgée que son âge. J'aurais dû le voir, dit-elle finalement. Tous ces achats extravagants, la maison, nous savions qu'ils ne pouvaient pas se le permettre. Je pensais juste qu'ils étaient irresponsables avec leur argent, pas ça. Aucun de nous ne l'a vu, dis-je en lui prenant la main. Je n'aurais jamais imaginé Amandine capable d'une chose pareille. Pas envers un étranger, et certainement pas envers moi. Mon père regarda le rapport de police, toujours ouvert sur la table. Que se passe-t-il maintenant? Le procureur décidera de porter plainte ou non. Compte tenu des preuves, l'inspectrice Thomas pense que c'est presque certain. Amandine et Bruno seront arrêtés, probablement dans la semaine. Et les dettes, demanda mon père, toujours le comptable. Le prêt hypothécaire, les cartes de crédit. Je travaille avec les banques pour blanchir mon nom. C'est un long processus, mais le rapport de police aide à établir que je suis la victime, pas une participante consentante. Mon crédit est toujours détruit, du moins pour l'instant. Nous sommes restés assis ensemble pendant des heures cette nuit-là, traitant le choc, la trahison, l'avenir incertain. Mon frère Marc revint après avoir couché ses enfants et nous lui expliquâmes tout. Son incrédulité initiale fit place à la rage en mon nom. Je témoignerai contre elle si nécessaire, dit-il avec ferveur. Ce qu'elle t'a fait est impardonnable. En rentrant chez moi cette nuit-là, je me sentis vidé, comme si quelque chose d'essentiel avait été arraché de ma poitrine. J'avais fait ce qui était nécessaire pour me protéger, mais il n'y avait aucune satisfaction, seulement du chagrin pour la sœur que je pensais connaître et la famille qui ne serait plus jamais la même. Les suites immédiates de ce dîner fatidique se déroulèrent comme des scènes de la vie de quelqu'un d'autre, un drame télévisé dont j'étais en quelque sorte la vedette sans avoir auditionné pour le rôle. 3 jours après la confrontation, l'inspectrice Thomas appela pour m'informer que des mandats d'arrêt avaient été émis contre Amandine et Bruno. Ils furent placés en garde à vue à leur domicile ou mon domicile, selon le prêt hypothécaire frauduleux et inculpés de multiples crimes, usurpation d'identité, fraude, falsification et complot.
Leur arrestation fit la une des journaux locaux, une agente immobilière et un conseiller financier de Lyon inculpés dans une affaire d'usurpation d'identité, titrait le journal. L'article mentionnait que la victime était la sœur d'Amandine, bien que, heureusement, mon nom fût tu. Néanmoins, quiconque connaissait notre famille pouvait facilement faire le rapprochement. Mon téléphone vibrait constamment de messages d'amis inquiets, de parents éloignés et même d'anciens camarades de classe qui avaient fait le lien. Je l'ai éteint, incapable de faire face aux questions bien intentionnées mais intrusives. Comment vas-tu? Savais-tu ce qu'ils faisaient? Vont-ils en prison? Mes parents se sont réfugiés dans une coquille de choc et d'humiliation. Papa a cessé d'assister à ses parties de golf hebdomadaires, incapable d'affronter des amis qui avaient sans aucun doute vu les nouvelles. Maman a pris un congé de son poste d'enseignante, prétextant des problèmes de santé. Leur cercle social, construit sur des décennies dans la même communauté, semblait soudain menaçant plutôt que soutenant. Tout le monde doit parler de nous, dit maman lors d'une de mes visites chez eux. Elle n'avait pas pris la peine de se coiffer ni de se maquiller, ce qui ne lui ressemblait pas. Se demandant où nous nous sommes trompés avec Amandine. Vous ne vous êtes pas trompé, l'assurai-je, bien qu'une partie de moi se posât la même question. Y avait-il eu des signes de la flexibilité morale d'Amandine que nous avions tous manqué ou excusé au fil des ans? De petites malhonnêtetés qui avaient dégénéré lorsque les enjeux étaient devenus plus importants? Ton père peut à peine dormir, continua-t-elle. Il n'arrête pas de dire qu'il aurait dû lui inculquer de meilleures valeurs, comme si c'était de sa faute, d'une manière ou d'une autre. La pression de ma famille pour que j'abandonne les charges commença subtilement au début, puis devint plus insistante à mesure que la réalité de la situation d'Amandine devenait plus claire. Elle et Bruno avaient été libérés sous caution mais devaient rendre leur passeport. Leurs actifs étaient gelés, y compris la maison, que la banque s'apprêtait maintenant à récupérer. Elle a commis une terrible erreur, plaida ma mère au téléphone un soir. Mais elle est toujours ta sœur, toujours notre fille. Ne pourrais-tu pas demander au procureur de réduire les charges? Peut-être une sorte de probation au lieu de la prison, maman? Elle a volé mon identité. Elle prévoyait de déclarer faillite à mon nom. Comprends-tu ce que cela m'aurait fait? Je n'aurais pas pu louer un appartement, obtenir un prêt auto, peut-être même garder mon emploi si cela nécessitait une habilitation de sécurité. Elle était prête à détruire ma vie. Je sais, chérie. Ce qu'elle a fait est inexcusable. Mais elle a 2 jeunes enfants. Pense à ta nièce et à ton neveu qui grandissent sans leur mère. C'était la partie la plus difficile. Manon et Théo, 5 et 7 ans, innocents dans tout cela. J'adorais ces enfants, les avais gardés d'innombrables fois, leur avais apporté des friandises spéciales de mes voyages. Maintenant, ils risquaient de perdre leurs parents à cause de l'incarcération, à cause de ma plainte. Ma résolution vacilla. Peut-être pourrais-je parler au procureur d'une négociation de peine? Peut-être y avait-il un moyen pour Amandine de réparer sans purger de peine? C'est Stéphanie qui m'aida à retrouver ma perspective lors d'une soirée bien nécessaire dans un bar loin de mes lieux habituels. Écoute-moi, dit-elle en posant fermement son verre de vodka tonique. Amandine a choisi de commettre plusieurs crimes graves. Amandine a choisi de victimiser sa propre sœur. Amandine a choisi de mettre ses enfants en danger en se livrant à des activités criminelles. Rien de tout cela ne te concerne. Les conséquences sont à elle, pas à toi de les atténuer. Mais mes parents. Tes parents font ce que font les parents, essayer de protéger leur enfant. Mais ils protègent le mauvais enfant dans ce scénario. Tu es la victime ici, Hélène. Ne les laisse pas te faire sentir coupable de t'être défendu. Elle avait raison, bien sûr. Et lorsque j'ai rencontré la procureure la semaine suivante, j'ai clairement indiqué que je n'étais pas intéressé à abandonner ou à réduire les charges. Mademoiselle Dubois, je tiens à saluer votre résolution, a déclaré la procureure Nathalie Clément. De nombreuses affaires d'usurpation d'identité impliquant des membres de la famille n'arrivent jamais au tribunal parce que les victimes se retirent sous la pression familiale. Mais ces crimes ont des conséquences réelles, et ils méritent une réelle punition. Les procédures judiciaires avancèrent avec une lenteur exaspérante, audience préliminaire, requêtes déposées par des avocats de la défense coûteux, report et retard. Pendant tout ce temps, je devais continuer à travailler, à payer mes factures et à tenter de réparer mon crédit brisé. Je n'oublierai jamais le jour où Amandine et Bruno ont finalement accepté une négociation de peine, 9 mois après ma confrontation au dîner de famille. J'étais assise dans la salle d'audience, regardant ma sœur, plus mince maintenant, ses vêtements de marque remplacés par un modeste tailleur bleu marine, se tenir devant le juge. Amandine Pasquier,
vous avez plaidé coupable à un chef d'accusation d'usurpation d'identité, un chef d'accusation de fraude et un chef d'accusation de complot, déclara le juge. Avant de prononcer la sentence, souhaitez-vous faire une déclaration? Amandine se tourna légèrement, ses yeux rencontrant les miens dans la galerie. Pendant un instant, je vis une lueur de la sœur avec qui j'avais grandi, vulnérable, humaine, imparfaite. Je veux m'excuser auprès de ma sœur, dit-elle, sa voix ferme mais contenue. Ce que j'ai fait était impardonnable. J'ai trahi ta confiance de la pire manière possible, et je le regretterai pour le reste de ma vie. J'étais égoïste, désespéré et terrifié par l'échec, mais ce n'est pas une excuse pour blesser la personne qui m'a toujours soutenu et cru en moi. Je suis tellement désolé, Hélène. Le juge condamna Amandine à 18 mois de prison ferme, Bruno écopant de 12 mois. Tous deux purgeraient ensuite 3 ans de mise à l'épreuve et furent condamnés à payer l'intégralité des réparations, bien que la manière dont ils y parviendraient sans leur carrière restât incertaine. Alors qu'Amandine était emmenée, nos regards se croisèrent une dernière fois. Il y avait tant de non-dits entre nous, tant de dégâts qui ne pourraient peut-être jamais être réparés. Je ne savais pas si je pourrais jamais lui pardonner, mais à ce moment-là, je reconnus la complexité de mes sentiments, la colère et la trahison entremêlées de souvenirs d'enfance partagés, d'un amour qui avait été réel malgré tout ce qui était arrivé ensuite. Les semaines qui suivirent la sentence furent un tourbillon de questions pratiques. La banque saisit la maison, la vendant aux enchères pour moins que le montant du prêt hypothécaire. Je travaillais avec les agences de crédit pour supprimer les comptes frauduleux de mon dossier, un processus frustrant et lent qui nécessita d'innombrables appels téléphoniques, lettres et documents. Ma relation avec mes parents resta tendue. Ils rendaient régulièrement visite à Amandine dans l'établissement à sécurité minimale où elle purgeait sa peine, mais mentionnaient rarement ses visites. Nous essayions de maintenir une apparence de lien familial, mais nos conversations étaient superficielles, évitant soigneusement l'éléphant dans la pièce. Thanksgiving arriva et passa, le premier de ma mémoire sans rassemblement familial complet. Mes parents m'invitèrent, mais je déclinai, passant la fête avec la famille de Stéphanie. Noël fut tout aussi fracturé. Je déposai des cadeaux pour mes parents chez eux mais ne restai pas pour le dîner. Les traditions qui avaient ancré notre vie de famille pendant des décennies avaient été brisées, tout comme notre confiance. Le jour où la banque a finalement retiré le prêt hypothécaire frauduleux de mon dossier de crédit, c'était comme sortir d'un long tunnel sombre. Ma cote de crédit se redressait lentement, bien que les experts financiers aient prévenu que cela pourrait prendre des années pour se rétablir complètement. J'avais déménagé dans un nouvel appartement, voulant un nouveau départ dans un endroit non entaché par les souvenirs de la trahison. Alors que l'hiver cédait la place au printemps, je reçus une lettre inattendue. Pas d'Amandine, qui avait écrit plusieurs fois des excuses que je n'étais pas prête à accepter, mais de ma nièce Manon. D'une écriture hésitante sur du papier rose, elle avait écrit « Chère tante Hélène, tu me manques beaucoup. Mamie dit que tu es fâchée contre maman parce qu'elle a fait quelque chose de mal. Je suis parfois fâchée contre maman aussi, comme quand elle ne voulait pas me laisser avoir de dessert. Mais je l'aime toujours. L'aimes-tu toujours? Peux-tu venir me voir, moi et Théo? Nous avons un nouvel appartement, mais il est petit et n'a pas de jardin comme la grande maison. Bisous, Manon. » La perspective innocente d'une enfant qui ne pouvait pas comprendre l'ampleur de ce qui s'était passé me fit monter les larmes aux yeux. Quels que soient mes sentiments envers Amandine, Manon et Théo étaient des victimes innocentes des crimes de leurs parents. Ils méritaient une tante qui les aimait, même si cet amour devait être soigneusement séparé de la trahison de leur mère. J'appelai mes parents ce soir-là et demandai si je pouvais rendre visite aux enfants. Le soulagement dans la voix de ma mère était palpable. « Ils demandent de tes nouvelles tout le temps, dit-elle. Nous nous occupons d'eux pendant qu'Amandine et Bruno sont absents. Ils adoreraient te voir. » Cette visite du week-end à ma nièce et à mon neveu devint le premier pas timide vers la guérison. Pas le pardon, exactement, mais une reconnaissance que les liens familiaux, même gravement endommagés, ne disparaissent pas simplement. Ils se transforment, nécessitant de nouvelles limites, de nouvelles attentes, de nouvelles définitions de la confiance. Le jour où la maison d'Amandine fut finalement vendue aux enchères de saisie, je suis passé une dernière fois. Le camion de déménagement d'une autre famille était garé dans l'allée, des enfants courant avec enthousiasme sur la pelouse qui, brièvement, sur le papier, avait été la mienne. Je ne ressentais aucun attachement à la propriété qui avait causé tant de douleur, seulement un sentiment de clôture en partant. Certaines trahisons vous changent pour toujours. Je ne serai plus jamais la personne confiante, quelque peu naïve, que j'étais avant de découvrir la fraude de ma sœur.
Mais en travaillant à reconstruire mes finances et à reconfigurer mes relations familiales, j'ai commencé à reconnaître que survivre à la trahison avait révélé une force que je ne me connaissais pas, le courage de me défendre, de fixer des limites, d'exiger le respect, même de ceux que j'aimais. 6 mois après qu'Amandine eut commencé à purger sa peine, le panneau de saisie fut retiré de devant la maison de l'avenue Foch. Une autre famille emménagea, ignorant le drame qui s'était déroulé entre ces murs. Je passais occasionnellement en voiture, ressentant un étrange mélange d'émotions, pas de regret ni d'envie, mais quelque chose de plus complexe. La maison qui avait symbolisé la trahison de ma sœur n'était plus qu'une maison, habitée par des gens qui n'avaient aucun lien avec la douleur de notre famille. 6 mois après le début de la peine de prison d'Amandine, je commençais enfin à voir des améliorations tangibles dans ma vie. Ma cote de crédit, bien que non entièrement rétablie, était remontée dans la catégorie « passable ». Les comptes frauduleux avaient été supprimés de mon dossier, bien que des notes explicatives subsistassent, qui nécessiteraient des éclaircissements pendant des années chaque fois que je demanderais un crédit. Je m'étais installé dans mon nouvel appartement, plus petit que le précédent, mais dans un immeuble avec une meilleure sécurité, y compris une boîte aux lettres verrouillée à laquelle moi seul pouvais accéder. La paranoïa persistait, une compagne constante que j'apprenais à gérer plutôt qu'à éliminer. Mes séances de thérapie hebdomadaires avec le docteur Hélène Verdier étaient devenues une pierre angulaire de ma guérison. D'abord réticente à partager mon histoire avec une autre inconnue, j'avais trouvé un soulagement inattendu à avoir un espace neutre pour traiter mes émotions compliquées sans jugement. La trahison familiale crée un type de traumatisme unique, avait expliqué le docteur Verdier lors d'une de nos premières séances. Les personnes que nous attendons pour nous protéger deviennent la source du mal. Cela remet fondamentalement en question notre capacité à faire confiance. Ferai-je un jour à nouveau confiance à quelqu'un, avais-je demandé, à moitié en plaisantant. Vous ferez confiance différemment, avait-elle répondu. Plus prudemment, plus intentionnellement. Ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Elle avait raison. J'étais devenue plus prudente quant au partage d'informations personnelles, plus vigilante quant à l'examen des relevés financiers, plus sélective quant aux personnes que j'autorisais dans mon cercle intime. Mais je ne m'étais pas retiré de la vie, ce qui avait été ma crainte dans ces premiers jours sombres. Ma relation avec mes parents guérissait lentement, même si elle ne redeviendrait jamais ce qu'elle avait été. La tension des loyautés divisait leur instinct naturel de soutenir Amandine malgré ses crimes, mon besoin légitime de validation en tant que victime créait une tension sous-jacente qui colorait nos interactions. Mais nous essayions, nous tous. Les dîners du dimanche avaient repris, bien que moins fréquemment et en évitant soigneusement certains sujets. Ton père et moi avons rendu visite à Amandine hier, mentionna ma mère lors d'un de ces dîners, observant attentivement mon visage pour une réaction. Comment va-t-elle, demandai-je, surprise par ma propre curiosité sincère. Elle s'en sort. Elle donne des cours d'anglais langue seconde à d'autres détenus. Elle a demandé de tes nouvelles. J'acquiesçai mais n'offris aucune réponse. Je n'étais toujours pas prête à rendre visite à Amandine, à lui faire face à travers une table de prison et à entendre d'autres excuses qui ne pouvaient pas annuler ce qu'elle avait fait. Peut-être un jour, mais pas encore. Mon père, qui était resté majoritairement silencieux sur le sujet d'Amandine pendant des mois, prit soudain la parole. Elle est différente là-bas. Humble, je pense. Je crois qu'elle comprend enfin l'ampleur de ce qu'elle t'a fait. C'était la première fois qu'il me reconnaissait aussi clairement comme la victime, plutôt que de se concentrer sur la souffrance d'Amandine. La validation, bien que tardive, signifiait plus que je ne pouvais l'exprimer. Merci d'avoir dit ça, papa, dis-je doucement. Le soutien le plus inattendu vint de la famille élargie, qui avait semblé distante ou pleine de jugement immédiatement après le scandale. Ma cousine Rachel, dont je n'avais jamais été particulièrement proche, me contacta avec une révélation surprenante. Je n'ai jamais dit ça à personne dans la famille, me confia-t-elle autour d'un café, mais ma colocataire d'université a volé mon identité, ouvert des cartes de crédit, accumulé des milliers d'euros de dettes. Je sais un peu ce que tu as traversé. Que as-tu fait, demandai-je. J'ai porté plainte, tout comme toi. J'ai perdu des amis qui pensaient que je surréagissais. Je ne l'ai jamais regretté une minute. Trouver cette communauté de compréhension, d'autres victimes d'usurpation d'identité qui comprenaient vraiment la violation que j'avais subie, devint une partie importante de ma guérison. J'ai rejoint un groupe de soutien en ligne et j'ai finalement commencé à assister à des réunions en personne d'un réseau de survivants de la criminalité financière. Là, j'ai rencontré des gens de tous horizons dont les histoires faisaient écho à des aspects de la mienne, le choc de la découverte, le processus minutieux pour blanchir leur nom,
les relations brisées avec ceux qui ne pouvaient pas comprendre pourquoi ils ne pardonnaient pas simplement et ne passaient pas à autre chose. En leur compagnie, je n'avais pas à expliquer ou à justifier mes sentiments, ils savaient déjà. Grâce à ce réseau, j'ai pris contact avec une organisation à but non lucratif dédiée à aider les victimes d'usurpation d'identité à naviguer dans le processus complexe de rétablissement. Après avoir bénéficié de leurs ressources, j'ai commencé à faire du bénévolat, utilisant ma propre expérience pour guider les autres à travers le labyrinthe des systèmes des agences de crédit, des forces de l'ordre et des institutions financières. Vous avez un don pour ça, m'a dit Margot, la directrice de l'organisation, après avoir observé l'une de mes séances de conseil avec une victime nouvellement identifiée. Vous êtes compatissante sans édulcorer la réalité de ce à quoi ils sont confrontés. Ce travail a donné un sens à ma douleur, transformant une expérience personnelle dévastatrice en une connaissance qui pouvait aider les autres. Je ne pouvais pas annuler ce qu'Amandine avait fait, mais je pouvais l'utiliser pour rendre le parcours de quelqu'un d'autre un peu moins solitaire, un peu plus navigable. Déménager dans mon nouvel appartement avait été une nécessité pratique, le bail de mon ancien logement avait expiré et j'avais besoin de quelque chose que je pouvais me permettre avec un budget grevé par les frais de justice et les coûts de conseil en crédit. Mais c'est aussi devenu un nouveau départ symbolique. Je l'ai rempli de plantes, comme toujours, mais aussi de nouveaux meubles qui ne portaient aucun souvenir de ma vie d'avant la trahison. J'ai installé un petit bureau à domicile avec un classeur verrouillable pour les documents importants, non pas parce que je m'attendais à ce qu'un autre membre de ma famille vole mon identité, mais parce que l'expérience m'avait appris la valeur d'une protection prudente. Lorsqu'Amandine fut incarcérée depuis près d'1 an, je reçus une lettre qui se distinguait de ses précédentes tentatives de communication. Contrairement à ses excuses antérieures, qui s'étaient concentrées sur ses remords et sa souffrance, celle-ci reconnaissait les préjudices spécifiques qu'elle m'avait causés. J'ai travaillé avec un thérapeute ici, écrivait-elle. Elle m'aide à comprendre que la véritable responsabilité signifie reconnaître non seulement que j'ai fait quelque chose de mal, mais exactement comment mes actions t'ont blessé. J'ai volé plus que ton identité, Hélène. J'ai volé ton sentiment de sécurité, ta confiance dans la famille, ta croyance en mon amour pour toi. Je ne peux pas annuler ce mal, mais je veux que tu saches que je le vois clairement maintenant. Je ne demande pas le pardon. Je ne demande même pas de réponse. Je veux juste que tu saches que je comprends ce que j'ai détruit, et je vivrai avec cette connaissance pour le reste de ma vie. Je n'ai pas répondu immédiatement, mais j'ai gardé la lettre, la relisant périodiquement pendant que je traitais mes sentiments. La reconnaissance des préjudices spécifiques semblait différente de ces excuses générales antérieures, plus authentique, plus complète, plus consciente. À cette époque, j'ai pris une décision qui m'a surprise moi-même. Utilisant une partie de l'argent des réparations qui avaient finalement commencé à arriver des actifs saisis d'Amandine et Bruno, j'ai versé un acompte sur une petite maison avec un grand jardin, parfait pour un potager agrandi. L'ironie ne m'a pas échappé, le crime de ma sœur m'avait finalement permis d'accéder à la propriété qu'elle avait frauduleusement réclamée à mon nom. Le jour où j'ai signé les papiers du prêt hypothécaire légitime, un moment qui aurait dû être purement joyeux, j'ai ressenti une vague d'émotions inattendues. Assise dans le bureau du responsable des prêts, examinant des documents remarquablement similaires à ceux qui avaient été falsifiés à mon nom, j'ai ressenti une étrange clôture d'un cercle. « Tout va bien, mademoiselle Dubois ?» demanda le responsable des prêts, remarquant mon hésitation. « Oui, » dis-je en signant de mon vrai nom un prêt que j'avais choisi, pour une maison que je pouvais me permettre. « Tout va bien. Mieux que bien, en fait. » Prendre possession de ma nouvelle maison devint un acte puissant de réappropriation. J'ai peint les murs avec des couleurs que j'aimais, planté un potager dans le jardin arrière et invité des amis pour une pendaison de crémaillère à ma première vraie célébration depuis avant la découverte de l'usurpation d'identité. Stéphanie apporta du champagne et un paillasson sur lequel était écrit « Pas aujourd'hui, usurpateur d'identité », un humour noir qui me fit rire malgré moi. Mes parents vinrent aussi, apportant une plante d'intérieur et des vœux maladroits. Ils essayaient, à leur manière, de soutenir ce nouveau chapitre tout en maintenant leur relation avec Amandine. « C'est une jolie maison, Hélène, » dit ma mère en me serrant fort dans ses bras. « Nous sommes si fiers de toi. »« D'avoir acheté une maison ?» demandai-je. « De tout » précisa mon père. « De la façon dont tu as géré tout cela, avec dignité et force. Ce n'était pas une guérison complète, cela prendrait encore des années, si cela arrivait un jour, mais c'était une reconnaissance, et cela comptait. 2 semaines après ma pendaison de crémaillère, j'ai fait quelque chose que j'envisageais depuis des mois. J'ai conduit jusqu'au centre pénitentiaire de Corba où Amandine purgeait sa peine et j'ai ajouté mon nom à sa liste de visiteurs.
Je n'étais pas encore prête à la voir, mais je voulais que l'option soit disponible, si et quand ce jour viendrait. En continuant à reconstruire ma vie, j'en suis venu à comprendre que la guérison n'est pas une destination, mais un processus. Certains jours, je me sens forte et tournée vers l'avenir, d'autres, la trahison semble fraîche et à vif. J'ai appris à accepter ces deux réalités comme faisant partie de mon parcours. Ce qui s'est passé entre ma sœur et moi est une histoire sans fin nette, sans résolution parfaite. Les liens familiaux, une fois brisés par la trahison, ne peuvent jamais être complètement restaurés dans leur forme originale. Mais ils peuvent se transformer en quelque chose de nouveau, de plus honnête peut-être, avec des limites clairement établies et une confiance soigneusement reconstruite. Je ne sais pas si Amandine et moi retrouverons un jour quelque chose qui ressemble à notre ancienne proximité. Je ne sais pas si je lui ferai un jour à nouveau entièrement confiance. Mais je sais que j'ai survécu à la pire trahison que je pouvais imaginer, et j'en suis sortie plus forte, plus sage et plus autonome qu'avant. S'il y a une leçon à tirer de tout cela, c'est que la confiance doit être traitée comme la ressource précieuse qu'elle est, donnée avec soin, gardée de manière appropriée et retirée lorsque nécessaire pour se protéger. L'amour et la confiance ne sont pas la même chose, une distinction que je n'avais jamais pleinement comprise jusqu'à présent. Je peux aimer ma sœur tout en reconnaissant qu'elle a violé ma confiance d'une manière qui ne pourra peut-être jamais être entièrement réparée. Cette expérience m'a appris que la loyauté familiale a des limites, et devrait en avoir, que se défendre, même contre ceux qu'on aime, n'est pas égoïste mais nécessaire, que le pardon, s'il vient, doit suivre la responsabilité, et non la remplacer. J'écris toujours mon histoire, je trouve toujours mon chemin. Mais je sais une chose, je refuse d'être une victime silencieuse. Je refuse de sacrifier mon avenir financier pour protéger quelqu'un qui ne m'avait pas protégé. Je refuse d'accepter la trahison comme le prix de la paix familiale. Et dans ces refus, j'ai trouvé ma force. Et vous? Avez-vous déjà vécu une trahison de la part de quelqu'un en qui vous aviez une confiance absolue? Comment avez-vous géré cela, et quelles limites avez-vous établies par la suite? J'aimerais beaucoup entendre vos histoires dans les commentaires ci-dessous. Si ce témoignage vous a aidé à vous sentir moins seul dans votre propre expérience de trahison familiale, n'hésitez pas à lui donner un j'aime et à vous abonner à ma chaîne pour plus d'histoires réelles de résilience et de guérison. Partagez avec quelqu'un qui pourrait être aux prises avec des problèmes similaires, parfois, savoir que d'autres ont parcouru le même chemin difficile peut faire toute la différence. Merci d'avoir écouté mon histoire, et rappelez-vous, vous protéger n'est pas égoïste, c'est nécessaire pour survivre et éventuellement guérir.